Et le troisième et dernier élément bref de réponse, c'est qu'il y a toute une série de questions qui se posent, certaines ont été évoquées, j'en ajouterais peut-être encore une ou deux autres. Les processus de DDR, de démobilisation, donc des combattants, de réintégration des combattants, ne peuvent pas totalement ignorer non plus la dimension droit humanitaire, notamment par rapport à ceux qui, parmi les combattants en question qui vont être démobilisés et réinsérés, pourraient faire l'objet de poursuites pour les actes qu'ils ont commis durant les combats. Alors on évoquera justement, Philippe Riefmann le disait à l'instant, ces outils qui permettent de reconstruire des sociétés dans le droit. Mais avant d'en arriver là, moi je me retournerai vers Daniel Cohen pour peut-être faire une révision de juristes autour du DIH et qui puisse nous expliquer 4 conventions de Genève, les protocoles additifs, qu'est-ce qu'ils disent, que disent tout ce corpus qui, je le rappelle, a été signé quand même par une majorité d'États dans le monde. Que dit ce corpus, en fait, sur la question qui nous occupe, c'est-à-dire la protection lors des conflits, et sur justement cette frontière qui semble bien difficile à définir, si je vous entends tous les trois, de fin de conflit. Alors que dit le droit international humanitaire ? Vous disiez que les 4 conventions de Genève de 1949 étaient signées par beaucoup d'États. En réalité, maintenant, c'est absolument la totalité des États. Et heureusement, parce que c'est important qu'effectivement ces conventions soient ratifiées universellement. Pour la question de la détermination de la fin des conflits armés, il faut établir une distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux, parce que c'est encore une délimitation qu'on a de manière assez présente dans le droit international humanitaire, avec un régime de protection qui est quand même plus développé pour les conflits internationaux et un petit peu plus embryonnaire pour les conflits armés non internationaux. Pour les conflits armés internationaux, la situation est relativement claire. Et les conventions de Genève nous donnent une indication sur la fin de leur application. Et ce moment de fin d'application, c'est la fin générale des opérations militaires. C'est ce qu'on retrouve dans le libellé des conventions, enfin plus exactement du premier protocole additionnel. Fin générale des opérations militaires, qui n'est pas forcément la fin des hostilités d'ailleurs. Parce que la fin des opérations militaires peut se produire après la fin des hostilités. Si on prend par exemple la retraite d'une armée, on va considérer que c'est une opération militaire, même si elle se déroule sans hostilité en tant que telle. Pour les conflits armés non internationaux, malheureusement, on n'a pas de disposition analogue. Donc on est obligé d'observer un petit peu la réalité sur le terrain. Et là, c'est une détermination très concrète qui va nous faire dire que le DIH ne s'applique plus. Et finalement, ce qu'on va observer, c'est un réel retour au calme, pour schématiser, un retour à un état de paix finalement. Donc le fait qu'il y ait vraiment un arrêt des hostilités, et finalement que si, dans un conflit interne, on avait des groupes armés organisés qui menaient des opérations militaires, ben finalement que ces groupes armés progressivement soit disparaissent, parce qu'ils vont simplement perdre la guerre, soit réintégrés dans le jeu politique national et finalement cessent d'agir en tant que groupe armé. Donc une fois finalement que les conditions d'apparition du conflit armé interne ont disparu, on va considérer que le conflit s'arrête. Mais là, je dois le dire, c'est quand même bien plus flou que pour les conflits armés internationaux. Annéry, en tant qu'ONG, c'est clair pour vous, en fait, tout ce que disent les conventions de Genève ? Oui, enfin, c'est clair et ça l'est pas. Ce qui est clair, c'est ce que disent les conventions de Genève. Après, comment on les applique sur le terrain, ça c'est beaucoup moins clair. Parce que je voudrais peut-être parler des conventions d'Ottawa et d'Oslo pour compléter ce qu'a dit Daniel Cohen. Donc, deux conventions, une qui a été adoptée en 1997, la convention d'Ottawa contre les mines antipersonnelles, et celle d'Oslo qui a été adoptée en décembre 2008, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur. Elle devrait entrer en vigueur courant 2010. Là, il y a 24 États qui l'ont ratifiée pour l'instant, donc il faut attendre 30 ratifications, et 6 mois après ces 30 ratifications, elle entrera en vigueur. Donc finalement, c'est ces deux conventions qui ont visé un petit peu à combler une lacune du droit international humanitaire
puisque, en fait, elle vise à réparer l'injustice faite aux populations civiles d'armes qui continuent à faire des ravages longtemps après la fin des conflits. Donc en fait, la mobilisation contre les bombes à sous-munitions, elle a procédé de la même logique que de la mobilisation contre les mines antipersonnelles, même si les bombes à sous-munitions, elles violent le droit international humanitaire au moment même de leur utilisation, puisque ce sont des armes qui ne font pas de discrimination entre les objectifs militaires et civils. Mais en même temps, du fait de leur taux d'échec très important, donc ces sous-munitions, il y en a une proportion importante qui n'explose pas à l'impact, donc on appelle ça le taux d'échec. Il varie de 5 à 40%. Ensuite, ces bombes à sous-munitions deviennent des mines antipersonnelles de fait et elles menacent les populations civiles longtemps après la fin des conflits. Donc c'est une violation du droit international humanitaire aussi en ce sens. Donc en fait, il y a ces deux conventions qui existent, donc la deuxième étant pas encore entrée en vigueur, comme je l'ai déjà dit. Après, toute la problématique, elle se situe bien évidemment dans le nombre d'États qui ratifient la Convention et ensuite dans les moyens que les États vont mettre sur le tapis pour ensuite que vraiment les dispositions de la Convention entrent en vigueur, notamment la Convention d'Oslo. Dans son article 5, elle a des dispositions extrêmement fortes pour tout ce qui est assistance aux victimes. Or, pour l'instant, les financements internationaux en termes d'assistance aux victimes sont extrêmement faibles, puisque environ 1% de tous les financements dédiés à l'action contre les mines sont consacrés à l'aide aux victimes. Donc ça représente quelques millions de dollars, je crois 4,3, donc c'est extrêmement faible. Donc dans l'esprit, quelque chose de très bien, mais après, pour que ce soit appliqué, beaucoup d'efforts et beaucoup de temps passent. Voilà. Alors on vient d'évoquer Genève, Ottawa. Philippe Riefmann, je crois qu'il y a une centaine de textes que l'on peut considérer aujourd'hui comme des textes internationaux qui constituent ce corpus du droit international humanitaire. C'est beaucoup, ça veut dire que beaucoup de choses quand même ont été scannées et on a beaucoup de réponses juridiques aux questions qui peuvent se poser. Et en même temps, on a le sentiment que d'une logique étatique qui était celle d'Henri Dunant, on est aujourd'hui dans une logique complètement explosée, complètement atomisée, avec des acteurs qui sont de moins en moins justement étatiques. Oui, je crois que les conventions de Genève et les protocoles, c'est incontestablement, on pourrait qualifier ça de cœur du DIH, mais le droit international humanitaire ne se résume pas à ces seuls textes, et il y a, je viens de le dire, finalement probablement peut-être trop de textes d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a peut-être un effet d'empilement, mais il y a incontestablement toute une série d'autres conventions. Il y a aussi du droit coutumier, mais même sans parler du droit coutumier, il y a une série de conventions. Anne en a évoqué, il y a aussi tout ce qui concerne les réfugiés. Et puis tout ce qui concerne la plupart des juristes aujourd'hui, parce qu'on penserait avec elle, mais la plupart des juristes considèrent que les dispositions de lutte contre l'impunité, les dispositions sur les questions de justice pénale internationale, de poursuite donc, des auteurs d'exactions massives, entrent aussi dans le droit international humanitaire. Moi, je voudrais faire une petite citation, si vous me permettez là-dessus. Nous sommes ici à une invitation particulièrement donc, de la délégation en France du CICR, et dans le cadre du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, il y a eu en Afrique, il y a quelques jours, ce qu'on appelle le Conseil des délégués qui s'est réuni. Et je voudrais juste vous lire un extrait de leur communiqué final. Ils ont lancé un appel universel à l'action pour relever les défis humanitaires aujourd'hui. Et notamment, ils indiquent que 60 ans après les conventions de Genève, il faut un plus grand respect des règles en vigueur et un travail accru de développement. Et ils ajoutent de clarification des traités pour que le droit international humanitaire soit toujours adapté à la réalité sans cesse mouvante de la guerre. Je crois qu'on est effectivement au cœur tout à fait du sujet.